Voilà, en Voilà. principe, vous devez voir apparaître le fait qu'il y a un enregistrement qui est en cours sur le haut de votre écran. Merci, Raphaël. Attends, je vais Pardon? peut-être préciser deux, trois autres Oui, éléments. tout à fait. Tout à Euh, fait. donc, maintenant que l'enregistrement est lancé, donc la réunion va se dérouler en deux temps. Donc, d'abord avec une présentation par Patrick et ensuite par un temps de dialogue et de réponse aux questions. Alors, de façon pratique, puisque tout un chacun n'a peut-être pas nécessairement l'habitude de ces réunions par Zoom, ce qu'on va vous demander, c'est que pendant la présentation, tout le monde garde bien son micro éteint. Donc, pour le micro, en fait, il vous suffit d'aller en bas à gauche de votre écran si vous êtes sur un ordinateur et simplement de désactiver le son. Et vous pourrez réactiver le son un peu plus tard, le cas échéant. Si vous ne voyez pas tout le monde à l'écran, ça signifie que vous n'avez pas utilisé le mode galerie dans l'affichage. Et l'affichage, en général, on peut le modifier sur l'onglet affichage qui est situé tout en haut à droite de votre écran. Il y a un onglet affichage. Si vous cliquez, il y a soit intervenant, soit galerie. Si vous mettez galerie, vous aurez tous les intervenants. Bien entendu, quand Patrick Evrard va partager sa présentation, vous aurez la présentation de Patrick à l'écran. Alors, pendant la présentation, ce qu'on va vous proposer, c'est de ne pas intervenir pour simplement permettre plus de fluidité et que tout le monde puisse prendre connaissance de la présentation correctement. Et puis, ensuite, les questions viendront après dans un second temps. Pour ces questions, ici, à nouveau, étant donné qu'on est déjà une trentaine dans la présentation, on va vous demander de lever la main pour demander la parole. Et donc, pour lever la main, il vous suffit d'aller dans le bas de l'écran et de cliquer sur l'onglet qui s'intitule Réaction. Et quand vous cliquez sur l'onglet qui s'intitule Réaction, vous avez là plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre un petit cœur si vous avez adoré la présentation de Patrick Evrard. Vous pouvez aussi cliquer sur Lever la main. Et de cette manière, vous avez la main qui est levée et je verrai, quelqu'un a mis un petit cœur, effectivement, il peut l'enlever, vous verrez je verrai que vous avez levé la main, donc je pourrai vous donner la parole. Et donc, nous allons en fait simplement, pour permettre à chacun d'avoir un temps de parole, prendre les questions par séance, disons, volet de 3 questions, et le bourgmestre répondra aux questions une fois que 3 intervenants auront posé leurs questions. On vous demande simplement de faire des questions, disons, courtes, claires et intelligibles pour que tout le monde puisse comprendre et, disons, saisir correctement le débat. Donc voilà, Patrick, je te Merci, laisse la parole. Raphaël. Merci, Raphaël, pour l'introduction. Peut-être juste un petit mot en complément pour ce qui concerne les participants à la réunion. Marie-Ève Lejuste, l'architecte du projet, est avec nous. Donc voilà, comme ça, vous pouvez non seulement découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le concept, le projet, mais vous pouvez aussi découvrir sa conceptrice, si j'ose dire. Bienvenue, bienvenue à elle. Merci. Je suis juste accompagnée aussi de ma collègue Alison Junio, Ah voilà. qui peut peut-être Eh faire un petit bien, signe. Non, elle a l'air figée, mais elle est là aussi. bienvenue à elle. Et alors, pour compléter ce que Raphaël a dit, j'essaierai de répondre aux questions que vous poserez, mais je ferai aussi régulièrement appel à l'équipe si nécessaire, que ce soit à mes collègues du collège ou à Marie-Ève Juste ou à sa collaboratrice pour ce qui concerne des aspects plus techniques ou plus pratiques se reportant au projet. Donc, je vais maintenant partager l'écran. Ça veut dire que vous allez voir apparaître sur votre écran une présentation de type PowerPoint pour ceux qui ont l'habitude de ce type de présentation, comme on le fait d'ailleurs aussi au conseil communal. Et donc, le premier chapitre de cette présentation, je l'ai appelé une si longue gestation, un petit peu en référence à un beau film ancien, hein, Si longue fiançailles. En fait, le projet de la maison de Mont, on n'a pas tout à fait retrouvé toutes les traces archéologiques, mais on pense qu'il a à peu près 20 ans au sein du village de Mont. Ça s'explique, le fait que cette question se soit posée depuis aussi longtemps, mais s'explique par le fait que c'est un des rares villages de l'entité qui n'a pas aujourd'hui de véritable salle communale.
Alors, c'est une absence, les Montois le savent bien, les Montoises le savent bien, c'est une absence qui est depuis toujours compensée par l'école, par la présence de l'école, des locaux de l'école, et plus spécialement, évidemment, d'une très très belle salle de sport qui est spacieuse et qui permet d'accueillir effectivement des manifestations relativement importantes et qui en plus a une vocation aussi clairement de servir de salle de sport locale, en particulier pour le club de tennis de table de Mont. Alors, c'est une situation qui est acceptée, je vais le dire de cette manière-là, avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'esprit de collaboration et d'esprit de communauté villageoise par les directions d'école qui se sont succédées depuis sur le site de Mont. Mais il faut bien reconnaître que c'est une situation qui, sur le plan pratique, n'est pas toujours facile à gérer pour la direction de l'école. Et donc, l'idée de se dire, mais ne faudrait-il pas créer véritablement un endroit pour les associations et pour les clubs de Mont, cette idée, elle est depuis longtemps sur la table des Montois et des Montoises. Alors, on a eu une première génération de projets qui tournait autour de l'acquisition possible d'un terrain qui était à proximité immédiate de l'école, où il aurait été effectivement possible de construire une maison de village. Bon, c'était un terrain qui avait évidemment ses limites, puisque c'était un terrain qui faisait 18 arts, et ceci en ce compris d'ailleurs la partie qui sert aujourd'hui de parking. Donc c'était un terrain qui était relativement réduit, en tous les cas pour une salle d'une certaine dimension, et qui était aussi contraint par la présence aux alentours de la zone karstique. La piste a été finalement abandonnée sous le régime, je dirais, d'il y a déjà 2 mandatures, vers 2008, au profit donc d'un terrain qui est ce terrain de 96 arts que vous connaissez et qui est situé donc en bordure de la rue Sous le Bois. Le terrain a été acquis par la commune et simultanément, ou à peu près simultanément, en 2009-2010, la commune d'Ivoire a décidé de lancer une première opération de développement rural, ce qu'on connaît en général sous le nom de plan communal de développement rural. Alors, c'est une opération qui est lente aussi dans sa gestation, puisqu'elle passe par un appel à la population pour constituer ce qu'on appelle une commission locale de développement rural, qui est composée à 75% de citoyens et à 25% de représentants du conseil communal. Et au travers de cette commission locale de développement rural qui s'est installée dès les années 2009-2010, avec l'aide d'un bureau d'études, il y a toute une série de projets qui ont été présentés par les habitants au sein de cette commission locale de développement rural après des opérations de consultation des habitants dans les différents villages de l'entité. Et entre 2009 et 2011, la CLDR, la Commission locale de développement rural, a donc mis au point une série de fiches projets qui comprenaient notamment le projet de maison rurale, de maison des associations, de maison de village pour Mont. Dans la Commission locale de développement rural, on a alors procédé à un classement au travers d'un vote de la commission locale. Et dans ce choix, dans ce vote, la maison de Mont a été retenue comme l'un des 10 projets prioritaires du PCDR d'Ivoire. Le 28 juin 2012, donc vous voyez évidemment que le temps s'écoule relativement lentement une fois qu'on est dans les arcanes administratives. Le 28 juin 2012, le gouvernement wallon a approuvé le plan communal de développement rural d'Ivoire. C'était donc le premier PCDR d'Ivoire, et ce pour une durée de 10 ans. Un certain nombre de projets ont été initiés. Le premier projet qui a été choisi et qui a été réalisé concernait aussi d'ailleurs le village de Mont, puisque c'est au travers de ce PCDR
qu'a été réalisé le cheminement que vous connaissez bien entre le CHU et le village de Mont pour les piétons, éventuellement pour les vélos aussi, d'ailleurs. À côté de cela, il y a eu une série d'autres projets qui ont été développés, les ports de village, les aménagements de sécurité aux abords des écoles, avec une des dernières écoles qui n'était pas encore correctement équipée, à savoir l'école de Dorine. Il y a eu aussi l'aménagement en zone de rencontre de la rue de la Brasserie à Purnod, à côté de la brasserie du Boc. Et vers 2015, dans le deuxième semestre de 2015, la commune a répondu à un appel de fonds européens, un appel à projet lancé par le FEADER, qui aurait permis pour le projet spécifique de la maison rurale de Mont un subventionnement encore plus important que ce qu'il était possible d'obtenir au travers du PCDR. Malheureusement, un an plus tard, de nouveau, procédure relativement longue et lente, le projet FEADER n'a pas été retenu. Et donc, si la commune voulait voir se réaliser la maison des associations en Mont, elle devait retomber dans le PCDR plus classique, ce qu'elle a fait. À partir de là, nous sommes donc fin 2016, vont se succéder toute une série d'étapes. Je ne vais pas repasser par toutes ces étapes, mais les plus importantes, c'est notamment le fait qu'il y a eu un architecte qui a été désigné pour la réalisation de cette maison rurale. Il y a eu de nouveau des réunions avec les associations de Mont, mais aussi une présentation aux habitants de Mont. C'était le 29 janvier 2018. Il y a un avant-projet qui a été finalisé. Ce projet a été approuvé par le ministre de l'époque. Et le 24 septembre 2018, le permis d'urbanisme a été délivré pour une salle qui était de grande dimension. Elle s'étendait sur 2 niveaux et elle comportait notamment une très grande salle de fête avec scène, matériel scénographique, etc. À partir de la fin 2018, et nous sommes là à la charnière entre les deux mandatures communales, puisque en octobre 2018 se déroulent les élections communales. Donc, vers la fin de cette année 2018, il va apparaître assez rapidement que le projet tel qu'il avait été conçu aboutissait à des montants et à des coûts de travaux extrêmement importants. Et donc, entre le mois de novembre 2018 et le début 2019, vont se dérouler toute une série de rencontres entre le nouveau collège et l'auteur de projet pour essayer de trouver des solutions à ces dépassements des budgets initiaux qui avaient été prévus pour la maison de Mont. Ce projet de 2017-2018, donc ce premier projet, comportait un espace bâti qui était de 750-770 mètres carrés. Comme je l'ai dit, c'était sur 2 niveaux. C'était un projet qui comprenait beaucoup de locaux techniques ou secondaires, comme des loges, des sanitaires extrêmement développés, des locaux techniques. Et tout cela aboutissait à un coût estimé, hors frais d'études, TVA comprise, voirie aménagée comprise, de l'ordre de 2,5 millions. À cela, il aurait encore fallu ajouter des frais d'équipement scénographique. Le collège, au début 2019, a décidé de stopper le projet et de relancer un marché d'études pour aboutir à un nouveau projet qui répond toujours aux caractéristiques qui avaient été fixées dans la fiche projet du PCDR, mais de manière plus compacte, plus concentrée et donc, on l'espérait, de manière moins onéreuse. Ce nouveau projet donc a été mis sur les rails. Il fallait évidemment désigner un nouvel architecte. Il n'était pas possible de poursuivre avec le même architecte compte tenu des règles de marché public. Et le 27 janvier 2020,
on a donc lancé le marché d'études, le marché public d'études pour une maison rurale à Mons, avec des balises qui avaient été fixées à un montant de 1 400 000 € hors frais d'études. En avril 2020, le collège a attribué, suivant les procédures de marché public, le marché à Lejuste Architecte SPRL, qui est un bureau donc de Namur, que Marie-Ève Lejuste donc représente ce soir. Et le 3 décembre 2020, dans la foulée, nous avons donc, après les avant-projets, après les phases de discussion, nous avons donc procédé à l'introduction d'une demande, cette fois-ci de permis unique. La nuance est assez importante, puisque dans le premier projet, la commune avait eu recours à une demande de permis d'urbanisme, alors que pour ce projet-ci, il s'est agi d'un permis unique, c'est-à-dire d'un permis qui concernait à la fois l'urbanisme, les aspects architecturaux, mais aussi les aspects environnementaux. En ça, on appelle donc cette procédure celle d'un permis unique, comprend à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement. Pourquoi? Tout simplement parce que, logiquement, quand on a une infrastructure dans laquelle des manifestations festives peuvent avoir lieu de manière relativement régulière, un permis d'environnement peut être effectivement exigé ou en tous les cas conseillé. Ce permis a été octroyé en date du 3 juin 2021 et le 25 juin 2021, un recours contre ce permis a été introduit par un tiers dans lequel il y avait aussi donc référence à un certain nombre de manifestations de soutien au travers donc d'une pétition signée par un certain nombre de riverains ou d'habitants. Ce recours a effectivement abouti à ce que le permis qui avait été octroyé au mois de juin soit annulé. C'est une annulation qui était faisable, possible, dans le cadre donc de la loi, par le gouvernement, ou plus exactement par les ministres en charge de l'environnement et de l'urbanisme. Les motifs de l'annulation du permis sont, puisque c'est toujours d'application, assez précises, mais aussi relativement limitées. Il s'agissait d'une part du non-respect du décret voirie, invoquant le fait qu'une extension de la rue sous le bois était nécessaire et donc aurait dû normalement provoquer, je suis désolé, c'est un peu technique, mais la mise en route ou l'application donc du décret voirie de 2014. Le deuxième motif était le fait que les plans manquaient de précision quant au respect de la pente maximale pour le parcours qui conduisait des stationnements pour les personnes à mobilité réduite jusqu'à l'entrée de la salle. Et enfin, pour être tout à fait complet, même si ce n'était pas l'un des motifs formels de l'annulation, dans les considérants qui étaient donnés par les deux ministres qui ont signé donc cette annulation, il était fait allusion au fait que le projet pourrait être amendé afin de susciter l'adhésion de la population locale. Je cite ici la formulation elle-même donc de cette annulation de permis. J'ai expliqué que les deux points formels sur lesquels portait l'annulation étaient, on doit bien le dire, relativement légers, puisque le non-respect du décret voirie n'était techniquement pas correct, dans la mesure où la rue sous le bois existe. La rue sous le bois a une largeur qui est largement suffisante et qui est une assiette communale, donc ce n'est pas une servitude, c'est une assiette appartenant au domaine public de la commune. Et donc, il n'y avait aucune nécessité à mettre en route ce décret voirie. Peut-être avons-nous commis une erreur dans le sens où on n'a peut-être pas été suffisamment explicite dans ce que l'on entendait par les travaux à réaliser sur la rue sous le bois, travaux qui sont bien entendu bien réels,
mais qui ne sont pas des travaux impliquant le décret voirie, mais qui sont tout simplement des travaux impliquant la réalisation de l'emplacement des impétrants et d'un revêtement correct de la voirie pour permettre l'accès à la salle au site de la maison rurale. Et le deuxième point était, comme on peut s'en rendre compte, relativement ténu, puisque la pente maximale était bien respectée. Peut-être manquait-il un chiffre ou une virgule sur le plan, mais rien de plus. Les caractéristiques du nouveau projet que je vais présenter de manière un petit peu plus visuelle dans un instant sont tout de même assez différentes du premier projet, puisque on a cette fois-ci un projet qui se développe sur un seul niveau. C'est un bâtiment qui est très intégré dans son milieu naturel, comme vous allez pouvoir le constater. Et c'est surtout une infrastructure qui est considérablement moins importante en termes de surface que les surfaces qui étaient prévues dans le premier projet. Souvenez-vous, je vous ai dit, on parlait de 750 à 770 mètres carrés. Nous sommes ici aux alentours de 460 mètres carrés. Il n'y a plus de scène, plus d'équipements scénographiques et les coûts estimés, hors frais d'études, mais voirie à bord compris, tournent aux alentours de 2 100 000 €, TVA comprise. Ce qui reste évidemment un exercice difficile, on en est bien conscient, dans la mesure où aujourd'hui, estimer des prix pour des travaux, pour des chantiers de cette importance est extrêmement compliqué compte tenu de la volatilité et surtout des hausses de prix qu'on enregistre dans le secteur du bâtiment depuis quelques mois, plus spécifiquement depuis la période de la pandémie. Alors, voici la présentation. Madame le juge, je vais me permettre donc de la donner de manière évidemment un petit peu plus résumée que ce qui avait déjà été fait. Mais je pense, je l'espère, et n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez ajouter l'un ou l'autre point. On est donc dans une conception toujours, bien entendu, sur le même terrain, toujours avec le même choix d'implanter le bâtiment sur la partie haute du terrain qui se trouve donc orientée vers le sud. Et avec ici, on va s'en rendre compte de manière un petit peu plus visuelle, une intégration très importante, puisque on a ici dans l'image du dessus la vue que l'on a en venant de la rue sous le bois, revêtue aujourd'hui de la rue du Mailleur, etc. On voit un bâtiment dont un côté est assez largement enterré, ou en tous les cas se situe en dessous du niveau de la voirie communale, et dont les ouvertures sont vraiment orientées vers le grand paysage qui s'ouvre vers le nord, avec une série d'équipements qui sont prévus dans les abords. Ici, nous avons la vue, je vais la qualifier grosso modo de la vue nord ou nord-ouest, pour être plus complet, vers donc cette salle ou cette maison rurale. L'intérieur se présente sous la forme d'une partie qui est une grande salle, très ouverte, très lumineuse, ouverte vers le nord et vers l'ouest, avec un espace bar que vous voyez ici, qui est bien sûr en connexion directe avec la partie cuisine qui se trouve sur le versant est de la salle. Si on a maintenant tout ceci sous la forme d'un plan, donc on a ici la rue sous le bois, on a l'implantation globale du bâtiment avec une large terrasse qui est prévue tout autour du bâtiment, en tous les cas sur ses faces nord, ouest et est. On a un parking pour 59 stationnements, ce compris des stationnements PMR, un cheminement entre le parking et la salle que vous voyez ici, des emplacements pour des panneaux photovoltaïques qui sont bien compris et bien prévus. Et nous avons ici, ça n'apparaît pas explicitement encore ici, mais une petite plaine de jeu, petite aire de jeu qui est également prévue. Bien entendu, comme c'est le cas depuis le début,
le terrain communal est contigu au sentier Nana, garantissant une accessibilité en mobilité douce qui est quand même assez intéressante pour tout l'ouest du village de Mont, mais aussi pour une partie donc, du centre du village à proprement parler. Une attention particulière a aussi été donnée à la problématique de rangement, puisque c'était un des soucis au niveau des associations. Alors, des rangements sont prévus à l'intérieur du bâtiment, mais il y a aussi des rangements qui sont prévus dans des modules bardés, donc qui sont d'une bonne qualité esthétique, qui sont prévus donc à l'extérieur de manière à diminuer le coût global. En termes de plan terrier, ben, voici ce que ça donne. Donc, vous avez vu en vue 3D, en simulation, ce que donnait l'intérieur de la salle. Vous la voyez ici de manière plus plan, si je puis dire, avec le bar qui apparaît dans un des côtés, une communication possible du bar vers l'espace terrasse, puisque cet espace terrasse peut aussi être utilisé pour avoir une prolongation de la salle en cas de très grosse manifestation où un chapiteau serait installé. On a des espaces de rangement pour tout ce qui est bar, cuisine. On a une cuisine de bonne dimension qui est très fonctionnelle et qui permet effectivement de faire un peu plus que du réchauffé, puisqu'on a prévu effectivement la possibilité d'une cuisine professionnelle au niveau frites, friterie, etc. On a un bloc d'accueil avec un bloc de sanitaire qui est de dimension beaucoup plus raisonnable que ce qui avait été prévu dans le premier projet. Une petite salle de réunion qu'on peut utiliser de manière séparée par rapport à la grande salle, un bel espace de rangement, des locaux techniques et des douches, éventuellement si un jour ou l'autre, il y a une occupation par un club de sport qui veut y faire peut-être des arts martiaux ou d'autres formes d'art sportif. Alors, on remarque l'originalité de la salle. Je vous ai dit qu'elle était bien intégrée au niveau du paysage. C'est un petit peu difficile à imaginer, mais le toit n'est effectivement pas plan. C'est un toit qui a une forme légèrement incurvée et qui a aussi pour vocation de jouer un rôle d'atténuateur de son et donc d'améliorer les qualités acoustiques de la salle, mais aussi dans un esprit de limiter les nuisances vers l'extérieur. Autre chapitre, une fois que nous avons vu ça, pour le collège aujourd'hui, nous constatons que les modifications à apporter pour se mettre en conformité par rapport à ce qui avait provoqué donc, le stop du projet actuel ou du permis actuel, les modifications à apporter sont relativement minimes et relèvent plus finalement de précision à apporter que de vraies modifications de plan. Donc il n'y a pas un vrai travail nécessaire, en tous les cas, de refonte complète des plans. Il n'empêche qu'il est clair que nous avons tout intérêt à susciter l'adhésion la plus grande au niveau du village de Mont, puisqu'il serait tout de même impensable qu'une maison rurale, une maison des associations, ne soit pas vue par le plus grand nombre comme étant une vraie valeur ajoutée pour le village. Et donc, c'est quelque chose qui, évidemment, préoccupe au premier chef le collège. Pour rencontrer cette préoccupation, le 19 novembre, donc c'est tout récent, le 19 novembre 2021, le collège a rencontré des représentants à la fois des bons vicans, du tennis de table, le conseil, l'avocat donc du plaignant qui avait introduit le recours, et des représentants de mon collectif que je pense tout le monde connaît. Et donc, on a eu effectivement un échange intéressant qui a porté sur le souci qui est exprimé par beaucoup quant à la tranquillité du quartier. Bon, les gens qui habitent à la rue Sous-le-Bois n'ont pas envie de voir se transformer cette rue
et de voir se transformer la localisation de la maison rurale en un espace de fête permanente depuis 8 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin, tous les vendredis et tous les samedis. Un deuxième souci qui a été exprimé était le souci de la taille que certains considèrent toujours comme étant disproportionnée par rapport aux besoins des associations et du village. Et donc, sur base de ces éléments, une demande assez forte de la part du plaignant et des représentants de mon collectif pour réintroduire un tout nouveau projet avec une taille évidemment fondamentalement différente et drastiquement revue à la baisse. Notre position, la position du collège, est la suivante. C'est que pour nous, même si on comprend beaucoup des préoccupations qui sont exprimées, qui ont été exprimées au cours de l'enquête publique et au cours des échanges qui ont eu lieu, comme je viens de l'expliquer, recommencer le projet à zéro ne nous apparaît pas comme une option crédible. Notamment, mais ce n'est pas la seule raison, mais notamment parce que, comme ça a été vérifié d'ailleurs, je pense, par d'aucuns, nous n'avons plus aucune garantie que le projet soit recevable dans le cadre du PCDR. Il faudrait bien imaginer en effet qu'on retourne vers la région wallonne en disant, vous savez, on s'est trompé une fois, on s'est trompé une deuxième fois, et maintenant nous allons revenir avec une troisième version, mais vous savez, c'est la bonne. Nous ne sommes pas du tout convaincus, surtout dans le contexte budgétaire actuel, que la région wallonne puisse valider ou puisse entériner une telle approche. Nous pensons même que ce ne serait certainement pas le cas. Mais il est vrai aussi qu'on est sensible aux problèmes qui sont soulevés, et en particulier à la problématique d'une certaine ambiguïté qui a existé, et plus dans le premier projet que dans celui-ci, mais sans doute qu'on est toujours un peu victime de cette situation, cette ambiguïté entre une salle de fête et une maison rurale, une maison des associations. Et donc, le collège est très clair sur le fait que sa volonté aujourd'hui, c'est de mettre à disposition du village de Mont une maison des associations, pas une salle de fête et pas un centre culturel pour le moyen Condro. Nous voulons mettre à disposition un outil communautaire pour le village, avec une utilisation qui doit d'abord être pilotée par les habitants eux-mêmes dans la recherche de liens sociaux et pas spécialement dans un esprit de rentabiliser à outrance une infrastructure qui sera certainement très belle, bien sûr, mais dont la vocation doit rester d'être un outil au profit des villageois, des villageoises, des associations et des clubs du village. Et donc, notre vision est clairement de dire nous ne voulons pas d'une vocation commerciale avec des locations à outrance, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être possible de mettre en location cette infrastructure. Ça doit être possible, notamment parce que le but, comme dans toutes les maisons rurales de Wallonie, et Dieu sait qu'il y en a, le but de mise en location occasionnelle doit être de permettre de couvrir les frais de fonctionnement de manière à ce qu'on ait une infrastructure qui soit la plus efficace possible sur le plan économique et qui permette les meilleures conditions d'accès pour les associations sur le plan financier, pour les associations et pour les villageois et pour les clubs de Mont. Et donc, par rapport au souci de dire, oui, mais OK, c'est bien, c'est une déclaration d'intention, mais est-ce qu'il y a des activités qui vont effectivement pouvoir occuper cette salle? On a fait un petit inventaire et on pense très sincèrement qu'il y a énormément de possibilités et qu'une fois que cette infrastructure aura été mise à disposition de toutes et de tous, il est plus que probable, pour ne pas dire certain, qu'elle sera bien utilisée pour toute une série d'activités et de manifestations qui n'auront rien de festif dans le sens je fais la fête jusqu'à 5 heures du matin. On l'espère, il y aura une vocation festive,
mais dans une dimension beaucoup plus familiale et beaucoup plus raisonnable. Et donc, on a listé, on a fait l'inventaire de toute une série de choses qui pouvaient devenir possibles dans une infrastructure de ce type-là, outre les associations les plus importantes qu'on connaît bien, les Bons Vicans, les 3x20, la Chorale de la Chantoire, la Ligue des familles, la paroisse, etc. Mais il y a toute une série d'autres activités, que ce soit l'organisation de cours de yoga, d'arts martiaux, de gymnastique, de composition florale, un club de Scrabble qui se crée, des jeux de société. Enfin, il y a énormément d'activités qui peuvent y être organisées, outre le fait que, bien sûr, elle pourra aussi servir pour célébrer un repas de baptême, un repas de communion ou de funérailles. Et puis, il y a encore tout un autre volet qui est tout ce qui est atelier. Et ici, on a listé un petit peu tout ce qui sera porté plutôt à la transition, hein, donc tout ce qui a été initié ou tout ce qui est encore initié par Ivoire Transition, que ce soit dans le domaine de l'organisation de marchés de producteurs locaux, d'ateliers sur la transition alimentaire, etc. Donc, les opportunités, les possibilités d'utilisation sont vraiment extrêmement nombreuses à notre avis. Et donc, notre souhait, notre volonté, plus exactement, c'est de réintroduire une demande de permis d'urbanisme et plus de permis d'environnement. C'est une nuance qui est extrêmement importante. Après, bien entendu, avoir fait les corrections qui devaient être faites. Et ce qu'il faut expliquer ici, c'est que l'introduction sous la forme d'un permis d'urbanisme a comme conséquence que l'utilisation comme salle de fête 8h, 5h du matin n'est plus possible dans une telle infrastructure. On est dans une infrastructure où on ne peut plus retrouver des manifestations qui réunissent plus de 150 personnes avec de la musique amplifiée électroniquement. Ce sont les termes, ce sont les règles qui définissent à partir de quand un permis d'environnement est nécessaire. Donc le fait de ne pas introduire ce permis d'environnement a pour conséquence qu'on balise, qu'on canalise le type d'utilisation de l'infrastructure qui sera autorisée. Alors, pour être tout à fait complet, pour être tout à fait honnête, en procédant de cette façon-là, on se garde la possibilité de demander ce qu'on appelle un permis d'environnement temporaire pour quelques manifestations. Et donc, là, l'exemple typique, c'est de dire, ben voilà, une fois par an, pour les mois de juillet ou septembre, on a effectivement un permis d'environnement, une autorisation pour une période limitée dans le temps, dans ce permis d'environnement, dans lequel on peut préciser que ce n'est pas non plus à cette période-là pour faire toutes les semaines des activités festives, mais c'est pour quelques événements qui sont bien identifiés et qui sont explicités donc dans ce permis d'environnement temporaire. Et le dernier point, c'est la dernière diapositive que nous voulions vous présenter. C'est évidemment un point extrêmement important, c'est nous devons tous ensemble réfléchir à comment la maison rurale de Mons va être gérée demain. Et donc, pour le dire de façon très schématique, cette maison ne pourra exister que si et seulement si, pour employer les termes mathématiques, elle est gérée, elle est animée, elle est utilisée par les Montois et par les Montoises, pour les Montois et pour les Montoises. Et donc, pour nous, c'est vraiment fondamental. La solution, on ne l'a pas encore développée aujourd'hui. On veut le faire avec les riverains, avec les associations qui sont présentes dans le village. Et nous aurons l'occasion, dans les mois qui viennent, de travailler là-dessus, dès que, bien sûr, les incertitudes sur le démarrage du chantier auront pu être levées, comme je viens de l'expliquer. Voilà, je vais arrêter le partage de l'écran de façon à recréer notre petite mosaïque. Merci beaucoup, Patrick, pour la présentation. C'est maintenant le temps des questions. Donc, je vous rappelle que pour poser les questions, ce qu'on vous invite de faire, c'est de lever la main
en utilisant le bouton réaction qui est situé dans le bas à droite de votre écran et simplement de lever la main. Et donc, on propose de prendre 3 questions par 3 questions de 3 personnes pour que chacun puisse avoir l'occasion de s'exprimer. Donc, s'il y a des questions, ben voilà, on vous propose de simplement lever votre main électroniquement et on vous écoute. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Les questions peuvent éventuellement aussi être posées éventuellement via la discussion, si c'est plus facile. Donc, par écrit. Maintenant, c'est probablement plus facile d'avoir ça à l'oral. Alors, une première question de Mme Van de Voorde. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et puis on vous écoute. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais profiter de la présence de l'architecte pour lui demander si elle avait une idée ou si elle avait pu faire une estimation des frais comme le chauffage, etc., pour la salle telle qu'elle est proposée actuellement. Merci. Très bien, merci. Y a-t-il une autre question à laquelle on pourrait vouloir répondre? Donc, une fois que vous avez posé votre question, je vous invite à rabaisser votre main. Il suffit de recliquer sur le même bouton, bien vu. Et alors de recouper votre micro comme ça. On n'est pas ennuyé. Sinon, je peux le faire moi-même. Alors, je ne vois pas de demande de questions pour l'instant. Donc, j'invite éventuellement Madame le Juste ou un membre de son... Je me demande si Madame Jomotte ne voulait pas... Parce que je n'arrive pas à mettre mon pouce. Ah, ben c'est très bien, il n'y a pas de souci. Alors, je vous écoute. Géraldine, votre question. Oui, voilà, moi je voulais un peu voir comment vous imaginiez l'aménagement du sentier Nana, de la rue du Mailleur, qui sont des endroits en fait assez dangereux pour le moment. Et donc avec la nouvelle salle et le charroi que ça va engendrer, comment est-ce que vous voyez l'aménagement de cela exactement? Parfait. Et je vais prendre une question de M. Fievé. Oui, bonsoir. Voilà. Donc, il me semble que dans le permis précédent, nous avons lu qu'il y avait l'extension de la rue sur le bois, comme Patrick vous l'avait confirmé. Mais je pense avoir lu aussi, on comptait placer un rond-point au bout de la parcelle de 8 mètres de diamètre. Et enfin, on ne l'a pas vu sur les plans, et donc voilà. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Très bien, merci. Donc, la première question, c'est la question de l'estimation au niveau du chauffage. Je ne sais pas si Madame le Juste ou... je vous avoue que je ne saurais pas répondre à ça parce qu'on a un bureau d'études en technique spéciale qui s'occupe de tout ça. Malheureusement, il n'est pas présent ici. Mais je sais qu'on travaille avec des pompes à chaleur. Oui, on travaille... Oui, c'est des pompes à chaleur, si je me souviens bien. De 12 kW, deux pompes à chaleur de 12 kW. Je vais peur de dire de bêtises. Donc, par contre, je peux vraiment vous renvoyer, ou renvoyer du moins à la commune des explications, et que ce soit par écrit, vous dire plus ou moins quels seraient les frais de fonctionnement de la salle. J'imagine que ça a un intérêt pour les associations qui loueraient, quand elles le louent, combien ça va coûter le fonctionnement. Donc ça, je pense que je peux vous fournir cette réponse, mais pas maintenant. Ok. Madame le Juste, ceci dit, sauf erreur, je suppose qu'ici, on devra respecter de toute façon la norme QSEN. Ah oui, on a vraiment un bâtiment isolé, performant, autant d'un point de vue équipement technique, donc les pompes à chaleur, les groupes de ventilation, mais aussi bien isolés. Donc, nous n'aurons pas les mêmes déperditions que dans un autre bâtiment. Donc, on travaille avec du chauffage seul. Il y a pour une température continue. Et puis, quand c'est nécessaire, il y a un boost via la ventilation, si je ne dis pas de bêtises. Je vous avoue que déjà, ça fait un moment qu'on a décidé tout ça, donc on en a discuté avec les ingénieurs et tout,
mais il y a eu des allers-retours et j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais lui demander de préciser ça et j'enverrai ça à la ville d'Ivoire qui transmettra. Bien sûr. On a aussi prévu des panneaux photovoltaïques, l'idée étant, bien entendu, comme dans tout ce qu'il faut faire actuellement, c'est de éventuellement produire sa propre électricité. Hein. C'est quand même conçu de façon moderne hein, à ce sujet. Oui, donc les pompes à chaleur, elles consomment de l'électricité et donc il faut toujours les lier, c'est beaucoup mieux de les lier à des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est prévu. Et donc, les frais de fonctionnement de la salle ne nécessiteraient pas, ne vont pas devenir un gouffre financier pour la commune qui devrait du coup essayer de trouver un apport financier. Non, ça c'est sûr. Non, ce qui va coûter, c'est la construction. Hein, parce que tout ça, ça a un coût. Oui. Les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques. On a aussi prévu des citernes d'eau de pluie importantes. Donc, tout ce qui est sanitaire, ce sera sur des citernes d'eau de pluie. Donc, vraiment, je pense que c'est un bâtiment hyper performant. Et c'est pour ça aussi qu'il a un coût. D'accord. Merci. De rien. Très bien. La deuxième question concernait l'aménagement du sentier Nana de la rue du Mailleur, qui est considérée comme dangereuse. Oui, donc pour ce qui concerne le sentier Nana, il est aujourd'hui un petit peu délaissé, on est bien d'accord. Il manque un peu d'entretien de temps en temps, on est tout à fait d'accord. Il est évident qu'à partir du moment où le chantier de la maison rurale sera terminé, ça n'a pas beaucoup de chance de s'attaquer maintenant à cette question, mais le sentier Nana fera l'objet d'une réhabilitation correcte pour qu'il soit véritablement utilisable de manière plus permanente que ce n'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est évident. Pour ce qui est de la rue du Mailleur, lorsqu'on s'est vu avec les habitants lors de la réunion du mois de septembre ou du début du mois d'octobre, oui, c'était très exactement le 6 octobre, le jour où les deux ministres ont pris la décision de casser effectivement le permis, cette question de la rue du Mailleur et de la rue sous le bois dans son tronçon en direction donc de Crupet a été abordée et donc on souhaite effectivement, mais avec tous les riverains, trouver des solutions intelligentes pour éviter que la rue du Mailleur et la rue sous le bois continuent à servir de voirie de transit et ça n'a pour le moment pas grand-chose à voir avec la maison rurale qui n'existe pas encore, mais beaucoup à voir avec les ralentisseurs de l'école de Mont. Et donc, c'est sûr que c'est une préoccupation de faire en sorte que ça ne serve déjà plus à cela. Ça, c'est tout à fait évident. Et en ce qui concerne la conséquence de la construction de la salle, de la maison, il est évident aussi que tout se tient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'intention de réaliser une sorte de mini-centre culturel du Condro moyen, je dirais la fréquentation de cette infrastructure par des gens venant de loin en grand nombre sera évidemment beaucoup moins importante. Et donc, on peut légitimement et logiquement s'attendre à ce que parmi les habitants du village qui utiliseront majoritairement cette infrastructure, il y ait quand même un certain nombre qui puissent s'y rendre, que ce soit en vélo, Mont est un village raisonnablement plat, ou à pied. Et il y a tout de même cette faculté des 59 places de stationnement qui sont d'une certaine façon un petit peu extensibles, puisque le terrain est quand même grand, et quand on a des circonstances propices, je dirais, au niveau météo, il n'est pas exclu qu'on puisse garer quelques véhicules de plus en dehors des stationnements et des emplacements marqués. Et donc, la préoccupation d'apaiser, pour employer le terme que Chantal aime bien, la circulation sur la rue du Mailleur et sur la rue sous le bois, elle est bien présente au niveau du collège, avec ou sans la maison rurale de Mont. Oui, bon, moi je suis d'accord avec ça, mais si voilà, la salle se construit, elle ne va pas se construire pour l'année prochaine.
admettons que ça arrive en début de futures élections, est-ce qu'on est sûr qu'on va encore être attentif à ce genre de choses? Parce que je ne comprends pas comment on décide de faire une salle sans avoir d'abord pensé à toute cette mobilité avant, savoir exactement ce qu'on va avoir dans cette rue, savoir comment on va être... comment le sentier Nana va être aménagé, si ça va être pour les vélos, si ça va être uniquement pour les piétons, si les voitures se garent ailleurs que sur le parking, ce sont des endroits où il y a beaucoup de sources, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes au niveau du stationnement, etc. Donc, c'est par rapport à tout ça que je m'inquiète un peu. Oui, on peut le comprendre tout à fait. Maintenant, soyons de bonne guerre. Aujourd'hui, ce qui sert de maison des associations en Mont, c'est l'école. Je ne pense pas que les possibilités de stationnement autour de l'école soient si généreuses ou si évidentes que cela. On a effectivement le parking qui se trouve à l'arrière de la maison médicale, mais qui ne fait pas, loin de là, 50 places. On a le parking sur la rue du Chantoir, qui ne fait pas, lui non plus, 50 places. Et donc, ce problème de gérer la mobilité autour d'une infrastructure de type communautaire, il se pose quel que soit l'endroit où on décide de faire l'infrastructure. Et donc ici, je le répète, c'est bien la volonté de faire en sorte qu'on limite au maximum les inconvénients par un certain nombre de concepts qu'on a notamment évoqués et qui devraient permettre de freiner la circulation parasite sur la rue du Mailleur et sur la rue sous le Bois. Quant à savoir si la future majorité aura la même volonté que nous, je dirais qu'il y a, je vais me permettre un petit clin d'œil, Géraldine, c'est très simple, il suffit de voter pour les mêmes que ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Peut-être, Patrick, peux-tu donner un petit mot sur la question du rond-point qui est évoquée? C'est effectivement la question de Benjamin. Alors, j'avoue que je découvre un peu le rond-point. Je ne me souviens pas vraiment avoir vu de rond-point. Donc, je fais appel à l'équipe. Mais est-ce que ce n'est pas la zone de retournement pour les pompiers? Il y avait très peu d'informations, mais donc j'avais lu que c'était... Je pense que c'est ça. Pour bien situer, la rue sous le Bois, elle est de bout en bout, c'est-à-dire depuis son carrefour avec la rue du Centre jusqu'à son carrefour avec la rue de Mont ou Tienne de Mont-Cerisier, elle est une voirie de grande communication, comme Étienne le rappelle souvent. Elle a une largeur qui n'est jamais inférieure à 6 mètres. Et donc, voilà, cette voirie, elle existe et sans doute, certainement, un jour, elle ira de bout en bout de manière revêtue, avec les impétrants, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la problématique de ce qu'on appelle la raquette de retournement est effectivement indispensable, mais elle est indispensable pour la salle, pour la maison rurale. Et donc, le retournement aujourd'hui, il se fait sur le terrain de la maison rurale. C'est là que le retournement d'un camion de pompiers doit pouvoir s'opérer. Et c'est là qu'il est effectivement prévu. Donc, voilà. Mais je fais appel à l'équipe si jamais il y a quelque chose qui m'a échappé, hein, ou si j'ai dit une grosse bêtise. Je ne pense pas qu'il y ait de rond-point prévu à n'importe quel endroit de la voirie. Okay. Il faudra relire la dernière version du permis juste pour être... Et je peux partager... Je ne sais pas si je peux partager l'écran. À mon avis, oui. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais il faut peut-être me donner l'autorisation. Voilà, je vais mettre comme co-animateur Marie-Ève. Oui. Ah, voilà. Marcher. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est les plans tels qu'ils ont été demandés. Et j'imagine que c'est de ça dont vous parlez? C'est tout le parking? Non, c'est... Non. Ah, non, en fait, dans le permis, il était mentionné donc, que était prévu d'étendre la rue sous le bois en macadam actuellement jusqu'au bout de la parcelle.
et au bout de prévoir une extension avec un rond-point pour refaire le retour et donc une extension avec 4 mètres supplémentaires. Donc, c'était 4 mètres de la rue plus 4 mètres supplémentaires pour le rond-point. C'est pour ça que j'arrivais à un diamètre de 8 mètres. Et donc, j'avais du mal à le visualiser sur le terrain. Mais... Alors, on n'a jamais parlé de rond-point. Alors, nous, ce qu'on a demandé ici sur le plan, c'est ici, c'est en bleu, prolongation de la rue sous le bois en asphalte, 6 mètres après l'entrée du site. Donc ici, à l'entrée sur le parking, et le futur parking. Oui. Et on prolongeait de 6 mètres par là pour que si les pompiers devaient faire un demi-tour, c'était possible pour eux. Donc, c'est essentiellement pour la zone de secours, quoi. Parce que nous, on ne va pas plus loin. Il y a juste les impétrants, donc eau, électricité et égouts. On va jusqu'à la fin de la parcelle pour la réalisation de ces impétrants. Mais en matière de voirie, je pense qu'on n'a pas les budgets pour faire plus. Oui, ça aurait été bien, je pense, d'aller jusqu'au bout et de rejoindre les 2 rues sous le bois afin de pouvoir faire ce sens giratoire et faire redescendre les gens de l'autre côté. Et ça aurait été vraiment une solution très intéressante, je pense, si la salle doit se faire. Je pense que c'est un problème de budget. Mais oui, pourquoi alors ne pas peut-être diminuer le budget de la salle éventuellement, enfin bon, je rentre dans un autre débat, et diminuer les coûts et alors organiser une voirie correcte. Mais Géraldine, je pense que ce serait une mauvaise gestion des deniers publics. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ensemble des terrains qui se trouvent le long de la rue sous le bois, donc ce que tu évoques, la partie où il faudrait effectivement la réaliser, ce sont en fait des terrains qui sont en zone à bâtir. Mais oui. Ils sont en zone à bâtir, oui. Mais donc, en fait, ce sont les riverains qui un jour introduiront des demandes de permis de bâtir qui se verront imposer comme charge d'urbanisme de participer à la réalisation de la voirie. Je pense que ça, c'est une bonne gestion des données publiques. Mais ça vous paraît peut-être bizarre, mais si c'était un promoteur qui achetait les terrains sur le côté et qui veut construire 10 maisons, ça vous embêterait peut-être plus que ce soit la ville qui ait payé la route. Alors que c'est vrai que si c'est des particuliers qui achètent des terrains à bâtir pour des maisons unifamiliales, c'est différent. On dit bah, c'est pas plus mal si la ville a déjà construit. Mais quand c'est un promoteur qui profite de l'argent public, je trouve que c'est déjà plus dérangeant. Je propose qu'on poursuive avec quelques questions qui sont aussi posées dans le chat pour que ceux qui n'ont pas nécessairement un micro puissent se faire entendre. Il y a une question qui est posée par M. De Backer sur est-ce qu'il y a un sens de circulation justement automobile qui est prévu en particulier. Ça, c'est une première question. Alors, attendez, parce que maintenant que Madame le Juste a enlevé le partage, il a sauté dans mon... la deuxième question, c'est comment allez-vous intégrer les montois dans le projet? Donc, ça, c'est une deuxième question qui est posée. Puis, il y a 2 remarques qui sont faites, mais qui ne sont pas vraiment des questions de la part d'Axel et de Thierry Le Cire, qui répondaient, en fait, je pense, à d'autres commentaires. Et la troisième question, c'est l'impact des nuisances sur l'ensemble du village. Donc, le sens giratoire, enfin, pas le sens giratoire, mais le sens de circulation, la question des nuisances et la question de l'intégration des montois dans le projet. Par rapport au sens de circulation, non. Donc, on arrive sur le terrain, on va se garer, on peut faire un demi-tour et puis on repart. Donc, ça, la largeur de la route permet d'avoir un va-et-vient de voiture. Mais peut-être que la question porte sur le sens de circulation sur la rue du Mailleur et sur le tronçon sortant de la rue sous le bois. Auquel cas, effectivement, ça c'est justement la réflexion qu'on a, de casser la facilité de transit en utilisant un des passages qui permet de reconnecter avec la rue du centre et qui permettrait donc, en ayant 2 sens de circulation en tête bêche, qui permet effectivement de limiter la circulation de transit. Donc, ça, c'est une possibilité, c'est effectivement d'étendre les sens uniques et de combiner des sens uniques en tête bêche sur une partie de la rue sous le bois, de façon à casser la mécanique de la circulation de transit. Ça, c'est une des pistes,
Mais bon, elle ne sera mise en place qu'après un partage aussi avec les riverains, ça va de soi. Ça, c'est tout à fait évident. Et alors, en ce qui concerne l'implication des Montois, ben, je pense que, enfin, je ne pense pas, notre intention, c'est certainement, au travers du bulletin communal et d'autres médias, de lancer, dans le début de l'année 2022, au cours du premier semestre, un appel, je dirais, à toutes les bonnes volontés de tous ceux qui ont envie de participer d'une façon ou d'une autre à la gestion de cette salle et de créer une dynamique véritablement villageoise à ce niveau-là. Donc, on n'hésitera pas à faire cet appel public. Ok, puis il y avait la question des nuisances d'une façon générale. Je ne sais pas si... Oui, maintenant, les nuisances, de nouveau, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien on se dit, il n'y aura pas beaucoup plus d'activités que ce qui existe aujourd'hui à la salle de Mont, et donc, par définition, les nuisances ne seront pas beaucoup plus importantes. Comme ici, on s'oriente dans la direction du permis d'urbanisme avec cette volonté de vraiment faire un lieu d'accueil pour des activités qui ne sont pas des activités avec de fortes nuisances sonores. Hein, si on imagine les exemples que j'ai donnés du style un cours d'art floral, des cours d'arts martiaux, des cours de yoga, de la gym, une conférence, un ciné-club, que sais-je encore, ce sont des activités qui vont bien sûr pas remplir probablement totalement cette infrastructure qui est grande malgré tout, mais qui vont faire vivre cette infrastructure sans générer des nuisances exagérées. Et encore une fois, la meilleure garantie pour que ça reste sur les rails, c'est que les Montois et les Montoises soient impliqués dans la gestion et qu'eux prennent en main le destin de cette infrastructure, qui est d'abord leur infrastructure. Alors, je propose à Géraldine Jomot peut-être de poser sa question à l'oral, parce qu'elle l'a mise dans le chat, mais je veux bien la lire. Hein. Oui, je veux bien. S'il n'y a plus de permis d'environnement, est-ce que le nombre de soirées sera toujours de 25 sonos par an, ou les soirées ne seront autorisées que pour les soirées organisées par les bons vicans? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, dans le sens oui. où, en principe, il n'y a plus de soirées avec musique amplifiée électroniquement. Il n'y a plus de soirées du tout. Ah oui, ok. Donc ça, c'est très clair. Mais, comme je l'ai dit, quand on est à la période où il y a effectivement le 21 juillet, la kermesse, etc., l'association qui gérera la salle, que ce soit les bons vicans tout seuls, que ce soit une ASBL coupole, peu importe, regroupant donc plus de riverains, plus d'associations, le gestionnaire de la salle pourra introduire une demande de permis d'environnement temporaire dans laquelle on précisera effectivement que pour tel week-end et tel week-end, il y aura effectivement possibilité d'avoir ces manifestations avec plus de 150 personnes et avec de la musique amplifiée électroniquement. Donc la réponse n'est ni l'un ni l'autre. Le principe, c'est qu'on est dans une maison de village dont la vocation n'est pas de faire des grandes surbooms de manière permanente, mais on se laisse la possibilité, effectivement, au travers de la demande de permis temporaire, d'avoir une possibilité d'organiser ce qui sont les activités traditionnelles du village. Très bien. Donc, on a éventuellement encore deux questions qui sont, qu'on peut entendre. Axel Blankert a mis un commentaire. Je propose, Axel, que tu puisses le formuler également à l'oral. Et après, je proposerai à Bertrand d'éventuellement faire un premier commentaire. Je sais qu'il en a quelques-uns à nous faire, mais pour que ça soit varié. On t'écoute, Axel. Vous m'entendez? Parce que je suis dans un endroit bien. exotique. Et, ok, je suis en bagnole. Ok, d'accord. Non, ça fonctionne très bien. On ne parle plus du tennis de table. Donc, je pose la question du... Donc, on t'a un peu mal entendu sur la fin, Axel, mais donc... Oui, du tennis de table. Oui, du tennis de table, ok.
Donc, en ce qui concerne le tennis de table, comme vous l'avez sans doute vu sur les plans, vous avez vu qu'il y a les marques d'emplacement des tables de tennis de table qui sont prévues dans la salle. Il y a aussi donc des douches qui ont été prévues. Cela veut dire que la salle peut accueillir effectivement le tennis de table. Je dis peut et pas va ou doit accueillir le tennis de table. On sait que le tennis de table est attaché à l'école, qu'ils y ont une activité qui est une activité de type sportif et que la salle de sport de l'école présente un certain nombre d'avantages à ce niveau-là. Donc, notre attitude est très claire. On a prévu la possibilité, que ce soit au niveau du revêtement, que ce soit au niveau de l'équipement douche, etc., on a prévu la possibilité d'accueillir, si un jour c'est nécessaire ou s'il y a un souhait d'aller dans cette direction-là, mais il n'y a pas aujourd'hui de décret, il n'y a pas d'oukase pour imposer au tennis de table de venir dans cette salle. La salle est prête pour les accueillir et ce sera aussi aux associations et à la gestion de la salle de voir au fil du temps ce qui est intéressant. Voilà, je pense que c'est assez clair. Ok, ben, c'est surprenant puisque non seulement ils ont voté à l'unanimité de ne pas vouloir ou de ne pas avoir la nécessité d'y aller, et en plus ils disent qu'ils n'ont pas été entendus, que cette salle n'est pas adaptée au tennis de table pour toutes les raisons qu'ils ont exprimées, mais je ne sais pas s'il y a des représentants du tennis de table ici. Mais bon, voilà, je trouve ça très, très surprenant de maintenir coûte que coûte, alors qu'il n'y a pas de besoin. Axel, je pense qu'on va appeler un chat un chat. Il est clair qu'au départ de la fiche projet PCDR, il a été effectivement toujours considéré que le tennis de table ne serait pas un utilisateur de la maison rurale. J'y étais et je me souviens très bien que ça a été dit, répété à plusieurs reprises. Et donc, ça n'a pas été remis en question. Le projet 1 s'est développé, le projet 2 s'est développé, et donc le projet 2 en particulier s'est développé sans qu'au départ, on intègre cette possibilité. Soyons tout à fait honnêtes. Et puis, dans le courant des discussions, à un moment donné, je pense que gouverner, c'est aussi prévoir. On s'est dit, oui, mais enfin, est-ce que ce n'est pas un peu stupide de ne pas prévoir la possibilité, si jamais, de pouvoir effectivement les accueillir? Et donc, ça, c'est ce qui explique le fait qu'on ait effectivement prévu un minimum d'équipement et sans doute que la salle n'est pas aussi idéale que la structure de l'école aujourd'hui, pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire que, soyons honnêtes, ça n'a pas été prévu au tout début pour effectivement accueillir le tennis de table, mais si un jour il le fallait, Dieu sait ce qui peut se passer avec l'école, peut-être qu'un jour une fédération Wallonie-Bruxelles bis, terre ou quater ou que sais-je encore, décide qu'on ne peut plus mettre à disposition les infrastructures scolaires pour ce type d'activité, eh bien, il y aura une possibilité d'accueil au niveau de cette maison rurale. Voilà, c'est tout simplement ça. Je pense que je trouve ça très surprenant. Enfin, en fait, tu justifies, Patrick, mais tu n'écoutes pas. Il n'y a pas eu de discussion avec eux par rapport à leurs besoins, notamment au niveau du bar, mais bref. Et tu parlais de bonne gestion, ça me paraît juste être de la bonne gestion de prévoir ces aménagements, éventuellement qu'il y ait des tuyaux, mais mettre le coup pour tous ces aménagements alors qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas y aller au départ, je trouve ça original comme gestion, mais voilà. Je dis, si j'ai bien écouté, je dis et je répète qu'au début du projet numéro 2 et dans toute la phase de conception avant projet... Non, mais c'est pas de ça que je parle, hein. Ça ne sert à rien de répéter, Patrick. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ça, en fait. Mais, donc, soit. Mais ma deuxième question, c'était par rapport à la gestion, en effet, ou les bons vicans. Quelle est la vue des bons vicans, finalement, par rapport à cette gestion? Est-ce qu'ils vont vouloir partager? Puisqu'ils nous ont dit ouvertement qu'eux, ils avaient l'intention de gérer ça de manière unique. Et justement, si le tennis de table ou d'autres associations venaient, ça ne les intéressait plus de gérer. Donc, ce problème n'est toujours pas résolu, j'entends. Ben, je vais répéter ce qu'on a dit, à savoir que nous allons effectivement nous atteler dans le courant 2022 à mettre en place une structure de gestion
avec un maximum de ton côté, je crois. de représentants du village, de riverains, d'associations, etc. Et moi, je n'ai pas entendu les bons vicans dire qu'ils ne voulaient pas partager avec d'autres associations ou avec d'autres partenaires. Je n'ai pas entendu cela, mais peut-être bien que c'est leur sentiment. Il y a de toute façon des représentants des bons vicans autour de la table, donc ils n'hésitent pas à préciser leur position. Et je vois qu'Étienne souhaitait intervenir. Oui, éventuellement. Donc, je pense que voilà, les deux questions, en tout cas, d'Axel ont eu, en tout cas, un élément de réponse. Étienne, si tu veux intervenir, je ne t'oublie pas, Bertrand. Oui, merci Raphaël. Simplement pour dire, préciser, parce que j'entends bien dans la bouche d'Axel que la question semble pendante, mais cette future salle à Mont n'a pas vocation à être la salle des bons vicans exclusivement. Et lors de la dernière réunion que nous avons eue à la commune, il a été dit, je pense, qu'il y avait totale ouverture des bons vicans pour co-gérer cette salle, et c'est comme ça que ça doit fonctionner, avec d'autres associations, et la porte est ouverte à un représentant des riverains pour que la gestion de cet ensemble soit harmonieuse. Je pense ne pas trahir la pensée du cairn des bons vicans en disant ce soir que cogestion, il doit y avoir. Ok, merci. J'invite celles et ceux qui auront encore des questions à lever leurs mains ou à éventuellement écrire dans le chat. Pendant ce temps, je te propose, Bertrand, peut-être de formuler, disons, 2 de tes commentaires sur les 4. Je sais que tu en as 4, mais… Oui. Et donc, j'ai vu que tu n'avais pas assisté aux 2 premières minutes. Hein. C'est pour te dire que Patrick a fait un historique. Ah si, j'étais là depuis le début, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Mais en fait, ça peut même se résumer en 2 points. Donc, je vais faire le premier tout simplement, puis on verra pour le second. Okay. Le premier, en fait, c'est concernant donc, le projet qui est sur la table. Bon, Patrick a, dans une présentation très complète, il faut le souligner, a parlé de petits changements finalement. Je ne sais plus le mot que tu as employé, Patrick, mais c'est pas bien grave. Bon, tout est dans la notion, mais il y a quand même une cuisine qui a plu, il y a quand même une scène qui a plu, une cloison amovible qui permettait la polyvalence. Mais alors surtout, et c'est là l'enjeu de cette première intervention, c'était les espaces extérieurs, des espaces de convivialité. Il y avait plein de jeux, espaces barbecue, etc. Et il y avait aussi des parkings. Les parkings, c'était 100-120 places dans le premier projet, pour une salle qui, en termes de capacité, est restée globalement la même. On est entre 230 et 240 places assises, si mes souvenirs sont bons. Je vois que vous hochez de la tête, c'est pas grave, je vous laisserai évidemment répondre, mais en tout cas, il me semble que c'est les chiffres qu'on avait dans la fiche projet et il me semble dans le projet final, mais bon, soit. Mais en termes de parking, à l'époque, dans le premier projet, on était surtout quand même à des gros investissements. C'est vrai que le premier projet était un peu plus coûteux que celui-ci, en tout cas selon les dernières estimations, mais il y avait une grosse part d'investissement pour les abords, en ce compris le parking. Et pourquoi est-ce qu'à l'époque, on avait tenu à avoir beaucoup de parking? C'était pour justement éviter, lorsqu'il y avait des événements attirant du public extérieur, que ce soit des événements de Montois, ou a fortiori d'extérieur, mais que ces personnes-là évitent d'aller stationner dans les rues avoisinantes. Et je vais prendre un exemple. Il est tout récent, c'était à Halloween, il y a un gros mois d'ici, 1 mois et demi d'ici, où je me trouvais justement à Mont le vendredi, où l'école du village organisait Halloween, et j'ai compté, alors il y avait peut-être quelques voitures de riverains, à mon avis il ne devait pas y en avoir beaucoup, près de 60 voitures, je crois que j'étais à 57 ou 58 voitures stationnées rue du Centre, rue du Mailleur, un peu rue sous le bois, etc. pour finalement une activité qui est tout à fait de l'école. Et on sait que l'école, elle draine un public qui n'est pas que Montois, il y a un public extérieur également. Et donc, rien que sur ça,
Nous, on demande toujours, dans l'intérêt des villageois, on est favorable à la salle, qu'on soit bien d'accord, je crois que tout le monde le sait, mais en termes de nuisance pour le voisinage, on demande vraiment qu'on repense à un moment donné cet espace de parking. Patrick, tu en as fait une allusion tout à l'heure, tu as tendu une perche, et nous, on se permet d'insister sur ce point de vue-là parce que lors d'événements, inévitablement, les 59 places de parking prévues risquent d'être très insuffisantes à certains moments. Voilà, ça c'était la première intervention. Pour le moment, je ne vois pas d'autres demandes de questions, donc je propose qu'on réponde déjà à celle-là. Oui, donc en ce qui concerne la notion de petits changements, je ne pense pas, j'ai parlé de petits changements, de petites modifications par rapport au fait que le permis unique qui avait été introduit devait être amendé. Et là, je dis, c'est infinitésimal puisque on parle de préciser la pente, etc. Mais je ne pense pas que c'était à ça que tu faisais allusion. Mais en ce qui concerne l'infrastructure elle-même, je ne pense pas avoir dit que c'était infime les changements. Au contraire, j'ai expliqué que la surface du premier projet était de l'ordre de 750 mètres carrés sur 2 niveaux, bien entendu. Et ici, on est avec une surface de 460 mètres carrés. Donc, forcément, entre ces deux projets, il y a des choses qui ont disparu. Alors, les choses qui ont disparu, on a essayé que ce soit conforme aussi à cette vocation de maison rurale. Et donc, un des exemples les plus parlants, c'est le fait que non, il n'y a plus de Seine, effectivement. Mais tout se tient, et ça me permet de faire le lien avec la question du parking. Je pense franchement ne pas travestir la réalité en disant que pendant de longs mois, dans le cadre du projet 1, il y avait quand même cette idée qu'au fond, on crée là une infrastructure de type centre culturel, ce qui est respectable. Hein. Je ne dis pas que c'était une mauvaise idée, je dis juste que voilà, c'était une option qui avait été prise où les besoins en termes de stationnement sont forcément totalement différents d'une structure dans laquelle on voit des activités telles que celles que j'ai évoquées. Et donc, quand on discute aujourd'hui de la dimension du stationnement, du parking, je pense qu'il faut avoir à l'esprit cette notion que non, ce n'est plus une maison rurale avec une vocation de petits centres culturels ou de salles de fête, c'est une maison des associations de village. Voilà, après, on peut évidemment discuter, mais voilà, je pense qu'il y a une certaine cohérence. La question du coût, je voudrais quand même souligner le fait que je ne l'ai pas dit tantôt, et Marie-Ève Lejuste me corrige si je me trompe, mais les chiffres qui ont été annoncés dans le Métré, puisqu'on est prêt forcément à lancer un marché public de travaux, sont des chiffres dans lesquels Marie-Ève Lejuste a revu tous ces chiffres à la hausse sur base des derniers prix d'évolution des matériaux et a rajouté, entre guillemets, un bonus. Elle a joué à Saint-Nicolas à l'envers, en disant « je prends 10% de supplément en marge de sécurité ». Bon, je pense qu'il faut quand même être conscient de ça, et je pense que si on avait dû passer au même filtre le projet numéro 1, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes chiffres que ceux qu'on avait en 2018, début 2019. Donc je pense que ça, il faut quand même bien le souligner. C'est un projet difficile, je l'ai dit. Il a eu une histoire un peu maudite, ce pauvre projet. Mais voilà, je pense qu'avec beaucoup de bonne volonté de beaucoup de parties prenantes dans l'histoire, on essaye quand même de faire quelque chose qui sera une belle infrastructure communautaire au niveau de Mons. Question de M. Fievé. Voilà. Patrick, si nous avons pris contact avec la région pour un peu discuter la possibilité de garder les subsides, si on voyait le projet, etc., c'était pas très clair pour nous, mais on a cru comprendre qu'il y avait quand même un droit de regard de la région par rapport à l'utilisation de la salle, le fait qu'il y avait des subsides qui étaient donnés pour financer la construction. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner plus d'éléments là-dessus? Parce que ici, nous entendons bien l'intention de l'utilisation, mais est-ce qu'on est vraiment
autonome là-dedans? Est-ce que l'association l'association Coupole qui va gérer la salle sera vraiment autonome ou bien est-ce qu'il y aura quand même encore des contraintes à respecter? Alors, clairement, l'ASBL Coupole qui va gérer, ceux qui vont gérer seront parfaitement autonomes, c'est évident. Maintenant, s'il leur venait la brillante idée pour rentabiliser au maximum la maison rurale, de la transformer en la bricole de Mont, je pense qu'on aurait des soucis avec la région wallonne, clairement. Je veux dire, je vois mal une association se dire « Ah bon, on va en faire un chouette dancing dans cette partie-là parce que vraiment c'est sympa ». Ben non, là, je pense qu'on a très très vite le retour de la région wallonne. Mais en dehors de ce type de cas extrême, et il y a sans doute d'autres exemples extrêmes où visiblement ça ne fonctionne pas, hein, donc voilà, là c'est sûr qu'il y a un risque de retour de la région wallonne, mais la région wallonne n'a pas, je veux dire, elle n'a pas un représentant au sein du conseil d'administration ou au sein de l'organe qui va gérer la salle pour vérifier que les choses se passent bien. Ça n'existe dans aucune maison rurale, mais encore une fois, c'est une question de bon sens, de bonne foi, de respect aussi, hein, de la vocation de l'endroit. Voilà. Et bon, c'est vrai aussi qu'on peut peut-être imaginer que si une infrastructure comme ça est vide 364 jours sur 365, que la région wallonne se pose des questions. Oui, ça aussi, sans doute. Mais à partir du moment où il y a une dynamique de gestion avec les gens du village qui s'installent, je pense qu'il n'y a aucun souci. Et peut-être dans la foulée, s'il n'y a pas d'autres questions, donc ici, donc, le fait de rentrer uniquement le permis d'urbanisme, contraint au niveau de l'exploitation par rapport à comme vous l'aviez expliqué. Mais est-ce que, bon, d'ici, voilà, changement de coalition ou autre, si jamais on veut changer, donc il y aura à ce moment-là un permis d'environnement qui pourrait être introduit et à ce moment-là, potentiellement de nouvelles discussions au niveau de ce permis-là. Tout à fait. Ouais. Okay. Merci. Il y a toute une série, donc je ne sais pas si certains veulent encore poser des questions en levant la main, il n'y a évidemment pas de problème. Il y a une série de commentaires dans le chat. Honnêtement, c'est un petit peu difficile en fait de résumer ces commentaires-là qui tiennent surtout beaucoup de l'opinion. Donc je pense que chacun peut aller lire les commentaires et se faire sa propre opinion. Bon, ici, dire on est pour ou on est contre la salle, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le lieu. C'est plutôt l'idée de poser des questions et de s'informer sur le projet. Donc, voilà. Ou alors, à tout le moins, lever la main et poser une question. Moi, j'ai pas... Voilà. Véronique, qui a une question. Oui. Je me demandais comment fonctionne en fait la demande temporaire de permis. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire avant chaque événement ou bien, et effectivement, dans la réflexion que je vois de Nicolas, est-ce qu'il y a des limites? Parce que est-ce que des demandes temporaires peuvent être faites par n'importe qui et finalement pour plein d'autres événements? Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi le cadre? Parce qu'en soi, c'est chouette, mais c'est quoi les modalités? Donc, c'est une demande de permis d'environnement en bonne et due forme, mais qui ne vaut que pour une période de temps limitée et dans laquelle la commune, puisque c'est un permis qui est octroyé par la commune après avis du fonctionnaire technique, donc c'est la procédure assez classique de permis d'environnement, l'exploitant de la salle, le gestionnaire, introduit une demande de permis. Je vais reprendre l'exemple ici où on se dit, tiens, on a 2 ou 3 événements pendant l'été qui nécessiteraient effectivement de pouvoir aller au-delà des 150 personnes avec la musique, etc. Eh bien, au mois de mai ou au mois de juin, mai c'est mieux, l'exploitant introduit une demande de permis d'environnement temporaire portant sur ce type-là, donc spécifiquement de nomenclature du permis d'environnement, donc l'exploitation d'une salle avec musique, etc. Il y a un délai de traitement de maximum 40 jours, pendant lequel donc, ça part chez le fonctionnaire délégué, ça revient à la commune octroie ou n'octroie pas, ou octroie avec des conditions. Et donc, les conditions pourraient, par exemple, très bien être que, oui, c'est un permis d'environnement temporaire qui est octroyé pour le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, mais
exclusivement pour les événements A, B et C, par exemple. Donc, pas un permis qui permettrait tous les samedis du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre d'organiser la grosse surboom dans cette maison rurale. Okay. Est-ce que ça répond à... Oui, ok, merci. Et avec la précision de maximum 150 personnes et sono, oui. Est-ce que j'ai bien compris qu'il n'y a plus de soirée avec sono du tout, à part ces demandes de permis temporaires? Ou bien, à partir du moment où on est 120 personnes, on peut faire soirée avec sono? Tu as bien compris. Il faut les... Ah, mais il y a Marie-Ève Le Juste qui souhaite intervenir. Oui, Madame Oui, par rapport aux nuisances sonores, avant même de changer la procédure, donc nous, on avait déjà développé un projet, tout le dossier d'exécution, et le bureau d'études en technique spéciale a placé un limitateur de bruit. Donc, il y a un sonomètre qui mesure les décibels. Et à partir du moment où on dépasse les 90 décibels, il y a tout qui saute, tout ce qui est lié à la sono potentielle, quoi. Donc déjà, avant même qu'on aille vers un permis d'urbanisme simple, et alors il faut savoir qu'on a quand même un bureau en acoustique aussi qui nous suit pour le projet. Et donc, l'étude du projet, la conception du bâtiment a été conçue pour limiter les nuisances sonores et permettre une bonne acoustique aussi à l'intérieur du bâtiment. Donc, je ne sais pas s'il y a un rassemblement à l'intérieur, le bruit sera atténué par la forme, par les isolants, par tout ce qu'on aura mis en œuvre. Donc, voilà, c'est déjà une attention qui était portée dès le début du projet. Ouais. Merci. Je pense que ça répond à la question. Monsieur De Backer. Oui, bonjour. Je vais poser une question assez claire. Est-ce que les demandes de permis d'environnement sont limitées en nombre sur une année, par exemple? Je n'en sais rien, mais je peux imaginer que si le gestionnaire introduit 3 fois sur l'année des demandes de permis d'environnement temporaire, le fonctionnaire technique entre les mains duquel les demandes doivent passer risque fort de dire vous vous payez notre tête et en fait ce que vous devez faire c'est introduire une demande de permis d'environnement permanent. Donc le but n'est effectivement pas d'introduire tous les mois une demande de permis d'environnement temporaire. Je pense que ça ne peut pas être l'esprit. Merci. Monsieur De Backer, si vous voulez faire un commentaire par rapport aux autres commentaires que vous avez mis dans le chat, parce qu'on me sollicite pour continuer à les lire, les commentaires. À partir du moment où il n'y a pas de questions, c'est difficile. En fait, je ne suis pas là pour lire des commentaires, mais plutôt pour répercuter des questions. Donc, n'hésitez pas à faire votre commentaire si vous souhaitez le faire. C'est vraiment le lieu, c'est le moment. Non, j'ai bien compris. C'est justement, j'utilise le chat pour partager des opinions et que chacun les lise. Et si j'ai une question, je la pose. Par contre, j'ai quand même une autre question parce que je vois que la réunion est enregistrée. On peut obtenir l'enregistrement a posteriori ou c'est la Il sera déposé sur le site web de la commune. Nickel, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois plus de main levée. Je vais donc éventuellement, alors, en attendant, proposer à Bertrand, s'il est encore parmi nous, de faire sa deuxième intervention qu'il avait sollicitée. Oui, en effet, merci Raphaël. Mais justement, c'est par rapport aux objectifs de la salle et ça fait un peu la continuité de ce qui vient d'être échangé. Alors, le nom de la salle, bon, ça c'est, on est plus dans des appellations, mais bon, peu importe, maison rurale, salle de fête. Sur la capacité, histoire de lever ce doute. Moi, j'ai sous les yeux l'avant-projet du bureau d'architecture, donc de fin 2020, où je lis la salle polyvalente 250 mètres carrés. Alors, je n'ai pas le projet final, hein, donc je vous demande en question simple si cette surface nette a été modifiée ou pas, auquel cas les normes, parce qu'on a beau dire 150 personnes, mais on sait
tous, en tout cas nous les gestionnaires, on le sait, que lorsqu'il y a des mètres carrés comme ça, notamment les services de secours considèrent que la capacité, c'est une personne au mètre carré, ce qui nous fait donc 250 personnes, c'est bien ce que j'avais compris et ce que j'avais en tête, les 240 personnes. Mais si on ne peut pas utiliser la salle à plus de 150 personnes… Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Bertrand, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Si tu as… L'intervention est plus longue, hein, mais on peut Pardon, vas-y. résoudre… C'est parce que, en fait, je pense que Patrick a été clair en disant qu'il y a deux conditions qui doivent être réunies pour demander un permis d'environnement. C'est en fait plus de 150 personnes avec de la musique qui est amplifiée, mais donc une communion à 180 personnes sans musique amplifiée, c'est totalement possible, évidemment. Ok. Voilà. Donc, par rapport justement à la musique électro, Patrick, tu as évoqué quelques utilisations. Alors, c'est vrai que, désolé, mais moi, j'aime bien parler franc, et même si ça ne plaît pas à ceux qui n'aiment pas le projet ou qui lui trouvent toute une série de reproches et de griefs que j'entends, que je respecte, mais moi, ça me pose quand même la question de l'investissement. Et je vous parlais en fait avec des questions, hein, je ne perds pas ça de vue, mais sur base d'une expérience. Au-delà de mes fonctions politiques communales, je suis aussi responsable d'une salle au village de Purnaute, de deux, il y a quelques semaines d'ici, mais enfin, j'ai rangé une casquette pour conserver l'autre. Il faut savoir, quand on est gestionnaire d'une salle, en général, déjà, les associations du village, voire les villageois, on leur donne la salle à des tarifs très préférentiels. J'imagine que ça sera comme ça aussi à moi. En tout cas, je le souhaite pour les Montois. Mais dès lors, il faut équilibrer des budgets. Et Patrick, tu en as touché un mot, mais ce n'est pas anodin. Si les frais d'énergie vont effectivement être réduits grâce notamment aux normes CUSEN, les normes énergétiques des bâtiments, et on est tous évidemment ravis de ça, mais il y a d'autres frais. C'est des assurances, c'est des frais d'entretien, de systèmes d'alarme éventuels, etc. C'est des remboursements d'investissements consentis. Il y aura notamment la cuisine, il y aura certainement du mobilier, etc. Est-ce que ça sera sur fonds propres ou est-ce que ce sera par le biais d'un emprunt à la commune? Sans doute qu'il y aura un peu des deux, on peut l'imaginer. Mais donc, inévitablement, il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses de la SBL de gestion. Ne pas oser le dire, ce n'est pas correct jusqu'au bout. Et donc, pour faire rentrer de l'argent, avoir des ateliers de couture, de ci, de là, enfin, toute une série de choses, c'est bien, je ne pense pas que ça soit le plus lucratif. Désolé pour mon raisonnement très économique ici, mais ce n'est pas le plus lucratif pour une ASBL de gestion. Et en complément de ces arguments, c'est que donc, les organisations à titre privé le sont beaucoup plus, mais si on n'autorise pas notamment un peu de sonorisation jusqu'à 1 heure ou 2 heures au matin, le but, ce n'est pas d'aller jusqu'à 5 heures, hein, mais 1 heure ou 2 heures au matin, je crains fortement qu'en fait, on se détourne complètement de cette demande-là. Alors, au grand réjouissement, je l'imagine, des riverains immédiats, mais on ne va pas résoudre le problème de l'école. Ou alors, il faudra avoir le courage de dire qu'actuellement, à l'école, là où il y a parfois des soirées privées, avec sono, etc., que va-t-on faire? Moi, j'en suis curieux d'entendre Étienne nous dire, enfin, j'imagine qu'il connaît le nombre d'ailleurs, combien de soirées dites privées, en dehors des organisations de Montois, du tennis de table et des autres festivités montoises, je pense qu'il est très, très à même de nous dire une fourchette de location annuelle. Et ces locations-là, si on ne les autorise pas dans le nouvel espace, on risque de soit les retrouver à l'école, et donc on passe à côté d'un des enjeux de ce projet, soit elles partiront ailleurs. Mais de facto, les recettes ne rentreront pas dans les caisses de la SBL de gestion. Et donc, si elles ne rentrent pas, qui va couvrir les dépenses superflues? Enfin, et c'est le tout dernier élément, c'est que demander une dérogation via le permis temporaire d'environnement, ça peut fonctionner effectivement 1 fois ou 2 pendant l'année, mais il faut quand même reconnaître que c'est une charge administrative supplémentaire, non seulement pour les autorités communales ou le fonctionnaire technique, c'est ça Patrick, je ne sais plus, enfin, le fonctionnaire qui sera chargé de l'analyser le projet, et effectivement, il ne lui faut pas 3 ou 5 demandes par an parce qu'il va vite nous envoyer sur les roses, mais y compris pour le comité de gestion qui va devoir remplir ses documents régulièrement, etc. On fonctionne avec des bénévoles et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à leur demander en plus de tout le reste.
Voilà, moi j'ai fini avec mes interventions, mais je voulais vous partager cette expérience de terrain de gestionnaire de salle. Bertrand, merci pour ton intervention, mais elle me fait un peu sourire parce que le premier projet a fait l'objet d'un permis d'urbanisme. Donc le mini-centre culturel ne pouvait rien organiser du tout. Oui, et c'est sans doute une erreur des conseils qu'on a eus de l'époque. Il faut savoir le reconnaître, mais voilà. Ah, voilà. Au-delà de ça, non, tu as évidemment raison, et je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit que il fallait trouver cet équilibre entre les charges inévitables, effectivement, pour faire fonctionner la salle, et le fait donc de trouver quand même des activités qui soient un petit peu lucratives pour permettre de couvrir ces coûts. Ce n'est pas évident, et tu as raison de le souligner. C'est sûr que c'est plus facile si on se dit oh, ben, on a une salle magnifique avec une belle ouverture sur un grand paysage, etc. C'est fantastique, on va la louer toutes les semaines pour faire des mariages. Bon, voilà, je pense que ce n'est pas la vocation d'une maison rurale. Je reviens un peu sur l'intervention de Benjamin. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas que la région wallonne réagirait de façon trop violente, mais je ne pense pas que ce soit la vocation d'une maison rurale, comme le veut la région wallonne, que d'avoir ce type-là de positionnement. Et donc, ce qu'il faudra effectivement faire au niveau du comité de gestion, c'est vrai que c'est faire je vais presque dire un travail de marketing aussi, pour faire venir des activités d'une nature différente. Alors, tu as cité l'atelier de couture, bah oui, c'est peut-être l'exemple qui ne va pas rapporter grand-chose, mais si tu as une organisation d'un petit ciné-club, hein, c'est vrai que là, on se rapproche un peu plus d'un domaine culturel, mais un petit ciné-club, c'est quelque chose qui ne va pas avoir une activité jusqu'à 2 heures du matin ou 1 heure du matin. C'est quelque chose qui reste raisonnable et qui peut, lui, effectivement, amener des rentrées un petit peu plus intéressantes. Et donc, il y aura, oui, un travail de réflexion, de gestion, de marketing au niveau du comité, c'est vrai, pour parvenir à équilibrer les comptes. Et ce n'est pas nécessairement facile. On ne dit pas que c'est facile, c'est certain. Je vois qu'Étienne voulait peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Oui, simplement, puisque Bertrand m'a sollicité pour les données chiffrées, j'ai différents éléments, puisque avant période Covid, la petite vingtaine de locations annuelles de l'école de Mont rapportait, bon an, mal an, 4 000 €. Et donc, à partir du moment où nous sommes en présence d'une salle, comme disait Madame le Juste, où les paramètres de consommation, d'isolation sont optimalisés, je pense qu'avec l'équivalent des locations de ce que rapportait l'école, un peu augmenté quand même, parce qu'on va proposer un autre standard de qualité, hein, nous ne devrions pas avoir de très très gros problèmes pour atteindre l'équilibre, couvrir les frais que sont consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, assurance, enfin les charges ordinaires qui correspondent à l'usage d'une maison rurale. Merci Étienne. Jean-Pierre Marinx a une question. Pierre. Oui, voilà. Désolé de ne pas être visible, mais j'ai un conflit de navigateur, je ne suis pas parvenu à le régler. Tout d'abord, dire qu'il y a une qualité relationnelle entre les associations de Mont. Et donc, je suis persuadé qu'une coupole de gestion a un bel avenir si l'outil nous est donné. Ma question, elle répond à des demandes que j'ai entendues de savoir si la commune a la possibilité d'aller de l'avant pour ce projet 2 de la salle. Quand peut-on espérer en disposer? Question posée plusieurs fois. Merci. Patrick, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc... Peut-être Madame le Juste. Eh bien, nous, donc, on doit déposer tout un permis. Donc, les documents sont prêts, mais je pense que d'un point de vue graphique, à part la cote qu'il manquait
pour la rampe d'accès depuis les places PMR, nos plans, je pense, on ne doit pas y toucher, mais on doit quand même refaire toute la partie administrative. Je vous avoue qu'ici, avant les congés, nous n'aurons pas le temps. Et donc, on fera ça début janvier. Et puis après, il y a tout le dossier, toute l'instruction du dossier par la région Wallonne. Donc, ce sera un dossier qui va prendre minimum 115, je pense 115 jours. Ils peuvent prolonger, mais... Donc, on est à 3-4 mois et après, il faut lancer le dossier d'adjudication, les appels d'offres. On laisse un mois, entre ça et la désignation de l'adjudicataire, il y a souvent 3-4 mois aussi. Donc, je pense que si on désigne un entrepreneur dans le meilleur des mondes, ce serait pour plutôt septembre 2022. Et donc, et les travaux, il faut une année, quoi. Grosso modo, une année. Travaux. Mm-hmm. Ok, merci. Il y a une question de Madame Van der Voorde. Oui, je suis désolée de reposer cette question par rapport à la sono, mais c'est pour être bien clair d'avoir compris. Donc, si avec le dépôt du permis d'urbanisme tel que vous le concevez maintenant, donc il n'y a pas de sono sans demande de permis d'environnement temporaire. C'est bien ça? Ou j'ai pas bien compris? Oui, en fait, les permis d'environnement, ça implique des demandes par rapport au bruit que pourrait produire la salle. Et donc, j'imagine qu'il y aura un règlement pour les locataires qui leur interdit de mettre de la musique ou au-delà d'une certaine... comment dire, oui, un niveau de décibels. Oui, d'un certain degré de décibels. Maintenant, s'il y a des contrevenants, ça c'est comme partout. Si vous faites un barbecue et que vous mettez le sono à fond, mais voilà. Donc déjà, nous, c'était prévu que ça ne puisse pas dépasser les 90 décibels dans la salle. Donc, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis, à part s'il y a des contrevenants, notamment sur la terrasse et qui mettent la sono à fond. Alors là, ils vont embêter. Ils vont embêter du monde. Mais je pense que ça peut être partout comme ça. Patrick, je ne sais pas si tu veux compléter la réponse. La réponse de Madame le Juste est tout à fait claire. Oui. Merci. Alors, je ne vois plus de main levée pour le moment. Je vais regarder peut-être simplement. Monsieur Lestir. Ton micro. Oui, si je peux Monsieur Fievé, si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, peut-être plus une réflexion personnelle. Je voyais le commentaire de Géraldine sur... J'étais en train de le lire. Ah oui, voilà. Sur la mobilisation, et parce que c'est du bénévolat aussi par rapport à l'organisation et la gestion de cette ASBL Coupole. Et donc, quand je vois ici, malgré le tout de boîte, et 2 tout de boîte en fait, qui ont été mises dans le village, et aujourd'hui on est à 30 sur le call, oui, je suis un peu... J'ai des questions personnelles au niveau des ambitions que j'entends et que je partage par rapport au développement d'un lieu pour permettre des rassemblements. Mais voilà, je constate qu'on est 30 par rapport à un sujet qui a quand même de l'enjeu pour le futur du village. Et voilà, juste une observation personnelle. Alors, peut-être avant de répondre à cette question-là, Thierry Le Cire, vous avez éventuellement une question? Donc, je voulais peut-être rassurer ou avoir des précisions, mais je pense qu'on avait décidé de mettre un système de limitation de bruit donc, dans la salle. Donc, lorsque ça dépassait un certain niveau de décibels, donc, il y avait un court-circuit qui empêchait de diffuser donc, plus de bruit que prévu. Donc, ça, c'est une sécurité qu'on pourra garantir aux citoyens qui pourraient être dérangés autour de la salle. Mais maintenant, voilà, j'ai aussi une inquiétude par rapport aux festivités qu'on pourra donc organiser. Donc, je pense qu'avec le permis temporaire, on pourra quand même louer un minimum cette salle. C'est certain. Oui. Donc, pour autant qu'il n'y ait pas de nuisance sonore, on l'a dit,
ça n'est pas un souci. Je veux dire, si on loue la salle pour une communion ou pour un baptême, etc., c'est en principe, voilà, ça ne pose pas de difficulté. Comme ça se fait déjà donc, à l'école à l'heure actuelle, donc pour une bonne vingtaine de manifestations qui se fait toujours en douceur et sans nuisance importante. Donc, mais ça devra toujours faire l'objet d'un permis temporaire. Ça, c'est une précision importante. Si on est effectivement dans les conditions où il y aura musique amplifiée, où il y aura plus que 150 personnes, etc. Ça, oui. Moi, je pense, on en a discuté déjà un petit peu en aparté, mais je pense que c'est bien, c'est une bonne chose quand on prévoit des activités du type 21 juillet, la kermesse de Mont, de se dire, ben là, on introduit une demande pour que les choses soient claires et propres, et on précise que ces week-ends-là, il y aura effectivement une activité qui risque de dépasser les normes traditionnelles. Voilà. Et pour les petits événements, ce ne sera pas nécessaire de demander un permis. Donc, il y a moins de 150 personnes, donc, ce qui permettrait quand même, voilà, économiquement parlant, c'est quand même, voilà, il faut quand même que c'est l'équilibre budgétaire de la salle, même si ce n'est pas sa vocation initiale, soit en équilibre. Donc, il faut au moins qu'elle soit un minimum louée avec un cadre qui sera défini par le comité de gestion de la salle. Mais voilà, donc ça sera à ce comité de gestion de bien gérer et pour que ça soit, une nuisance soit limitée au maximum. Et ça, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Oui, et comme tu le dis, à partir du moment où cette gestion elle est assurée par des Montois, le lendemain, dans les rues du village, ceux qui seront au comité de gestion rencontreront leurs concitoyens. Et voilà, je pense que c'est vraiment, comme tu le dis, l'intérêt de tout le monde de faire les choses correctement. Voilà. Bien, mais je ne vois pas d'autres mains levées. S'il y a encore des questions brûlantes, je vous propose de les poser maintenant parce que nous approchons de 22 heures et on essaye quand même de ne pas exagérer non plus dans le timing de ces réunions. Mais s'il y a encore des questions, surtout n'hésitez pas. Patrick ? Mais moi, je voudrais simplement remercier. C'est vrai que Benjamin a raison, ça aurait été chouette d'être plus que 30. Nous, on ne demandait pas mieux. Mais voilà, je voudrais quand même remercier les 30 personnes qui ont participé parce que, comme Raphaël l'avait suggéré, ça s'est passé dans des bonnes conditions de respect des uns des autres. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et que notre souhait le plus vif, c'est de faire en sorte que ce soit un outil d'unité et de communauté au niveau du village. Donc, voilà, je pense qu'honnêtement, ce n'est pas trop mauvais comme expérience collaborative à ce niveau-ci. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier Marie-Ève Lejuste et sa collaboratrice d'avoir assisté, d'avoir participé à cette réunion avec des informations importantes et intéressantes. Et je remercie aussi Raphaël d'avoir bien voulu jouer le gentil animateur de cette soirée. Voilà. Avec plaisir. Donc, il me reste aussi à vous remercier toutes et tous, et puis peut-être simplement à vous dire au revoir et à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.